Je vous fais la mise à jour de mes investissements en bourse, donc on va regarder ce qui a changé, ce que j'ai acheté, ce que j'ai vendu. Et puis en fin de vidéo, on regardera où en est ma performance depuis que j'ai commencé à investir. Et juste avant de démarrer, vous pouvez recevoir par email la liste de mes 10 livres préférés sur l'investissement en bourse en cliquant sur le premier lien en description. Donc allons-y déjà au niveau de la valeur totale du portefeuille. Je suis passé de 79 400 à 92 150, donc en grande partie parce que j'ai rajouté de l'argent. En termes de plus-value, je suis quand même passé de plus 41 800 à plus 43 000, donc un plus 1200 depuis la dernière vidéo. Maintenant, au niveau des actions, donc la plus grosse position, c'est toujours Meta, qui représente 37% de mon portefeuille, qui est presque revenu au niveau de 1 x 4. Et donc le cours de l'action est remonté de 604 $ à 640 $. Il n'y a pas eu de nouvelles particulières d'un mois sur l'autre et même d'un trimestre sur l'autre, il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est juste les variations de valorisation et de psychologie des investisseurs, quoi. Et si on regarde aujourd'hui Meta, où on est en termes de valorisation, l'action aujourd'hui n'est pas extrêmement chère, mais elle n'est pas au niveau de ce que j'appellerais une opportunité, quoi. Donc comme d'habitude depuis 2022, je ne fais rien avec mes actions Meta, juste je les garde. Ensuite, regardons par exemple Alibaba. Alibaba qui est passé de 158 $ à 159, donc rien de spécial, qui est bientôt revenu à un x2, qui avait dépassé les x2 une fois, qui était monté vers les 180 $ il y a quelques mois maintenant. Ensuite, regardons par exemple Booking, Booking qui était à 5100 $ le mois dernier, là qui est à 4900. Petite baisse, mais comme pour Meta, pour moi, c'est pas revenu à un niveau où je me dis que c'est une affaire. Je préfère vraiment profiter du pessimisme. Et aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on en est là sur Booking, parce que si j'en rachète à mon niveau, à ma valorisation d'achat initiale, ça donnerait quelque chose comme du 3800 $ à peu près, en prenant en compte les résultats actuels. Évidemment, s'il y a des nouveaux résultats au prochain trimestre, la valeur intrinsèque de l'entreprise change. Mais voilà, aujourd'hui, je songe pas à en racheter avant les 4000 $, je dirais, quoi. Et d'ailleurs, pour Meta, je l'ai pas dit, mais là, si j'en rachète, ce serait pas au-dessus des 400, quoi. Donc voilà, ensuite regardons Fortinet par exemple qui est passé de 81 à 81, donc aucun changement, pas de résultat, rien de particulier non plus. Ensuite, une action que j'ai, alors regardons d'abord celle que j'avais déjà. Donc Adobe qui est passé de 333 à 318, que j'ai acheté, bon j'en ai pas beaucoup encore, que j'ai acheté à 346, et donc qui pour moi, si j'en ai acheté à 346 et qu'aujourd'hui on est à 319, logiquement, ça doit m'intéresser encore plus, quoi, puisque le business n'a pas changé depuis un mois, ou ni 2 mois d'ailleurs, ni 3 mois, et c'est moins cher, donc ça veut dire que c'est plus intéressant. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que c'est nécessairement un bon investissement aujourd'hui, puisque je peux me tromper, et l'entreprise sait-on jamais, pourrait décliner, mais c'est relativement au mois précédent, voilà, c'est mieux d'acheter Adobe aujourd'hui que d'acheter Adobe il y a 3 mois par exemple. Et donc si on considérait que Adobe était un bon investissement, par exemple, je sais pas là, en mai 2025 ou même en fin 2024, logiquement, on va trouver que c'est un investissement encore meilleur aujourd'hui. Et pas le contraire. Si on pense le contraire, ça veut dire qu'on est influencé par les mouvements de prix, alors que le mouvement de prix, c'est juste comme un mec qui vient toquer à ta porte et qui te dit aujourd'hui, je te propose ça à ce prix-là. Le lendemain, il vient te proposer un autre prix. Toi, tu as juste soit à lui fermer la porte au nez, soit à accepter son prix et acheter, quoi. Mais les changements de prix, ça donne pas d'informations sur les perspectives long terme de l'entreprise, quoi. Donc aujourd'hui, sur Adobe, on est à 14,54 fois le free cash flow. Même si on enlève les SBC, on est à 18 fois le free cash flow. Et par exemple, si on veut faire la comparaison avec Meta en 2022, donc pendant vraiment le pessimisme le plus total sur l'avenir de Meta, ils étaient descendus à 15 fois le free cash flow sans SBC et 9 fois le free cash flow officiel, quoi. Donc c'est très rare de trouver des entreprises de software avec des fondamentaux de cette qualité-là à des prix sur free cash flow qui sont aussi bas, quoi. Et donc là, le marché anticipe un déclin long terme des fondamentaux d'Adobe. Et donc il faut se demander à quel point c'est probable que ça arrive. Et si ça arrive, qu'est-ce qu'on peut perdre? Mais si ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'on peut gagner, quoi. Faut peser les scénarios comme ça. Donc voilà, moi je me dis que c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, nouvelle action ce mois-ci, c'est Fiserv, donc qui représente maintenant 9% de mon portefeuille, donc j'ai mis à peu près 10 000 $. J'ai fait une vidéo dessus qui, je crois, est ma dernière vidéo. Et en gros, l'idée, c'est d'acheter le pessimisme extrême sur une entreprise qui est historiquement de qualité, avec des bons fondamentaux même aujourd'hui, avec certes ralentissement de croissance, tout ça, mais ça arrive à toutes les boîtes. Enfin, j'ai acheté Fortinet sur un ralentissement de croissance, j'ai acheté MedPay sur un ralentissement de croissance,
J'ai acheté Meta sur un ralentissement de croissance. Enfin, c'est limite un critère d'achat, quoi. Les baisses de valorisation sur ralentissement de croissance. Donc, parce que le parcours d'une entreprise, c'est rarement parfaitement linéaire, quoi. C'est normal qu'il y ait voilà, des petits obstacles, des ralentissements, des réaccélérations, etc., quoi. Donc aujourd'hui, en termes de valorisation, bon, on est revenu presque au niveau de fin 2008 pendant la crise financière, hein. Il faut quand même se dire que, moi je ne l'ai pas connu en tant qu'investisseur, je voyais juste ce qui se disait dans les journaux à la télé, quoi. Mais c'était vraiment quelque chose d'extrême, hein. Dans l'histoire des marchés financiers, en tout cas dans l'histoire du SP500, en crack comparable, il y a eu 1929 qui était le pire, et ensuite franchement, c'est 1974 et 2008. Donc c'est au pire, 2008 c'était top 3 des plus gros moments de panique de l'histoire du SP500, quoi. Donc je me dis quand même que c'était un moment qui était tellement extrême en termes de pessimisme, de peur, etc., que quand je vois une action avec des fondamentaux qui ont l'air totalement sains, quoi, qui revient à des valorisations de l'époque, je me dis quand même qu'il y a quelque chose à faire, quoi. En tout cas, il faut réfléchir. Et aujourd'hui, l'action est à 5,8 fois son free cash flow, et si on considère qu'ils vont revenir à une valorisation dans leur moyenne historique, sans parler d'extrême, etc., on pourrait dire par exemple 20 fois, ça donnerait un prix juste aujourd'hui à 213 $, ce qui fait 247 fois plus qu'aujourd'hui, donc ça fait quoi? Ça fait 3,5 fois plus qu'aujourd'hui. Donc là, à ce prix-là, c'est même pas un déclin que le marché anticipe, c'est juste que l'entreprise va se désintégrer, quoi, j'imagine. Donc ce qui me paraît peu probable. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que comme d'habitude, les investissements, il ne faut pas oublier que c'est toujours des paris, hein. Pari ne veut pas forcément dire spéculatif, puisque on peut influencer les probabilités, enfin faire en sorte de mettre les probabilités en notre faveur pour avoir une espérance de gain qui est positive, quoi. Là, à mon avis, elle l'est, quoi. Donc voilà pour Fiserv. Et puis ensuite, il y a une dernière ligne qui s'est ajoutée, dont j'ai pas parlé parce que j'ai fait l'achat il y a seulement quelques jours là. C'est Novo Nordisk, donc l'entreprise pharmaceutique danoise. Alors, Interactive Brokers ne fait pas la conversion de devises automatiquement sur cette page-là, donc là, on pourrait croire que j'ai 25 000 $ dessus, ce qui n'est pas le cas. J'ai 25 000 couronnes danoises, donc ce qui doit faire quelque chose comme 4 000 $. J'aurais voulu en acheter plus à ce moment-là, mais j'avais pas le cash dispo sur IBKR, donc j'ai acheté avec ce que je pouvais. J'ai acheté le jour où j'ai vu donc les marchés ont ouvert, j'ai regardé ma watchlist, et j'ai vu que Novo Nordisk perdait 10%, donc je suis allé voir à quoi c'était dû cette fois-ci, et surtout je voyais que c'était à le plus bas depuis je ne sais combien de temps, et même plus bas en termes de valorisation depuis, pour le coup, plus bas que 2008-2009. Et j'ai vu que la cause, c'était que ils avaient eu un essai clinique qui avait échoué pour utiliser leur molécule sémaglutide contre Alzheimer. Là, je me suis dit quand même, une baisse de moins 10%, déjà surtout après tout ce qu'avait subi l'action Novo Nordisk, encore une baisse de moins 10% pour une entreprise pharmaceutique parce qu'ils ont raté un essai clinique. Ça n'a absolument aucun sens, quoi. C'est normal, la plupart des essais cliniques d'une entreprise pharmaceutique vont échouer. C'est totalement, c'est attendu, en fait, il n'y a pas de surprise là-dedans. Donc, j'ai jugé que là, le niveau d'irrationalité était total, quoi, extrême. Et c'est déjà une action que je surveillais ces derniers temps, donc j'en ai profité, j'en ai acheté vers les 284 couronnes danoises à ce moment-là. Je crois que pour l'ADR en dollars, ça faisait quelque chose comme 44 $. Et si on regarde ce que ça donne, l'action... Donc déjà en termes de valorisation, on était au plus bas depuis au moins avant là. En tout cas au plus bas depuis 2005 au minimum, et plus bas que la crise financière, quoi. Parce que, alors ici ça se voit pas sur le prix au free cash flow, il y a un petit ajustement à faire qui peut pas être fait automatiquement. Là on est obligé d'aller de réfléchir et de le faire soi-même, quoi, de faire le travail, parce qu'ils ont en ce moment des capex qui sont temporaires pour augmenter leur capacité de production. Et donc ça fait que le free cash flow est temporairement plus bas. Et donc si on essaye de faire l'ajustement en enlevant ces capex de croissance là, j'arrivais à un prix sur free cash flow vers les 12, quoi. Donc il y a ça, sachant qu'en plus c'est une boîte qui a quasiment aucune rémunération en action, donc ça c'est vraiment 12 de free cash flow pour l'actionnaire, quoi, free cash flow pur, on va dire. Et puis, on peut regarder du coup aussi le prix sur cash flow opérationnel dans les cas comme ça. Et donc là, au moment où j'ai acheté, on était au plus bas depuis au moins 20 ans, sachant que là, c'est toujours les prix de clôture qui sont pris en compte, c'est pas le plus bas de la journée, quoi. Donc voilà ce que ça donnait en valorisation. Et puis, les fondamentaux de Novo Nordisk, je pense que je ferai peut-être, si le cœur m'en dit, une vidéo spécifique dessus, hein. Mais voilà, c'est une entreprise qui a des fondamentaux excellents et qui surtout était trop aimée. Il y avait vraiment une euphorie complètement folle sur Novo Nordisk
en 2023-2024. Il y a eu un pic, le pic était en mi-2024. Comme d'habitude, il faut être extrêmement prudent, et je dirais même rester carrément, être complètement contrariant, rester complètement à l'écart des actions qui sont très à la mode, qui sont très populaires, que la masse adore, avec des valorisations complètement folles, quoi. C'est une manière très simple d'améliorer ses performances en tant que particulier. C'est quand tout le monde adore une action, quand tout le monde en parle, et quand les valorisations sont très élevées, c'est juste de rester à l'écart, quoi, ne pas la regarder. C'est très simple, en fait ça demande juste aucun travail, quoi. Il y a juste rien à faire, juste regarder les gens faire, quoi. Et bizarrement, 1 an plus tard, l'action perd 75% et plus personne n'en veut, quoi. Donc bon. Donc voilà pour les investissements. Maintenant, regardons où en est la performance depuis que j'ai commencé à investir. Et donc sur ce compte titre qui a bientôt 4 ans, fin janvier, ça fera 4 ans. Donc sur ces 4 ans, enfin sur ces presque 4 ans, le SP500 a fait 12,02% par an de performance. Et mon compte titre a fait 21,04% par an. Et si on regarde la performance totale, donc pas en annualisé, le SP500 a pris 54,54% et mon portefeuille a pris 108%, donc c'est un fois 2,08 quoi. Et ici, la même chose en version graphique. Et puis je rappelle que pour récupérer la liste de mes 10 livres préférés sur l'investissement, c'est le premier en description, et puis le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran, et à plus.